On va poursuivre parce que, encore une fois, je vous disais, c'était un contenu bien épais. L'interactivité, c'est le troisième brique dont on parlait tout à l'heure. On a parlé contenu, on a parlé audience, on va parler d'animation. L'animation, c'est qu'est-ce que c'est? C'est l'interactivité. C'est je vais vers l'autre, je vais m'échanger avec l'autre, je vais commenter. Sur cette interactivité, enfin tout à l'heure Caroline, tu en as parlé un petit peu, mais est-ce que tu peux nous dire comment tu utilises cette interactivité? Est-ce que tu as des alliés, des partenaires que tu commandes, qui te donnent une visibilité? Comment tu fonctionnes sur LinkedIn en termes d'interactivité, c'est-à-dire de j'aime, de commentaires? Oui, alors après, là aussi, nous, c'est un peu dans le microcosme de l'expertise comptable, mais en fait, ce qui se passe dans LinkedIn, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Donc forcément, quand on fait un post LinkedIn, c'est pas que pour soi-même, c'est aussi pour échanger avec les autres, c'est qu'on a envie de partager, de communiquer. Moi, par exemple, j'ai des partenaires, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les organismes de formation, que ce soit d'autres entreprises partenaires. Voilà, c'est les personnes aussi qui sont actives sur LinkedIn, c'est pas tout le monde. Donc on commente les uns les autres, on peut nommer les personnes quand on fait des posts. C'est important, ça permet d'échanger et de partager des informations communes. Après, globalement aussi, au sein d'Inextinso, on est une communauté, donc c'est pas toujours évident de se lancer, de communiquer sur LinkedIn parce qu'on s'expose quand même. Donc le fait de savoir, par exemple, qu'on est une équipe RH et que moi, si je poste quelque chose, il y a d'autres personnes qui vont commenter, des gens qu'on connaît, c'est aussi rassurant et ça augmente la visibilité. Et puis globalement, voilà, chez Inextinso, il y a une visibilité régionale, nationale, donc on échange beaucoup. Il y a des RH un peu partout en France. C'est quand même rassurant et ça permet d'échanger des problématiques communes. Donc, ça veut dire que tu as des alliés, tu te fais des alliés au sein d'Inextenso qui viennent commenter tes posts, vous commentez les uns les autres? C'est Oui, ça? globalement, ça se fait naturellement, mais oui, globalement, on a les mêmes sujets et qu'on soit à Nantes ou à Marseille ou Paris, on peut avoir les mêmes problématiques en RH, les mêmes centres d'intérêt. Donc, voilà. Mais que ce soit des partenaires internes ou externes, oui, on connaît les personnes, nos alliés. C'est important d'avoir des alliés, je pense, sur LinkedIn. Alors justement, je rejoins là-dessus Myriam par rapport à ça. Tu parlais tout à l'heure de la marque employeur, le parler vrai, et puis tu poussais sur le fait que effectivement, euh, bah, si on fait le parler vrai, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un management et du RH de qualité dans la boîte. Parce que là, en fait, quand on parle d'interaction, si je vais chercher des collaborateurs de la boîte qui vont appuyer cette marque employeur, il faut peut-être que je les prépare sur le terrain. Comment ça se passe, ça? Ce management qu'il faut que j'opère? Au moment où il y a une stratégie qui s'opère sur la marque employeur au sein d'une entreprise, nous, on demande aux collaborateurs de se créer des profils, on demande de participer, de commenter et de liker effectivement tous les contenus de l'entreprise, enfin pas tous les contenus, mais les contenus qu'ils souhaitent de l'entreprise. Maintenant, on voit bien aujourd'hui que les expériences réussies de ce type de façon de faire sont sur des entreprises, encore une fois, où il y a un réel accord entre ce qui se vit à l'intérieur et ce qui est exprimé à l'extérieur. Vous n'aurez aucun relais de collaborateurs si le message n'est pas bon et si, encore une fois, on s'invente une stratégie qui n'est pas celle-là. Donc, le problème, il est vraiment à prendre à la source au moment où on décide de créer une marque employeur et d'embarquer ces fameux ambassadeurs dès le démarrage. Parce que si on ne les embarque pas dès le démarrage, ça n'ira pas non plus beaucoup plus loin. Mais c'est ça, il faut qu'ils soient co-créateurs de la marque ambassadeur pour d'autant plus la soutenir derrière, si j'entends bien. Exactement. De toutes les façons, si on n'embarque pas les premières lignes, j'ai envie de dire, on n'arrivera à rien dans une marque employeur. Ça sera un échec probant. Oui, c'est ça. Donc, en fait, les ambassadeurs, et Antoine, tu vas me dire ce que tu en penses, mais on parle souvent des ambassadeurs de la boîte, c'est-à-dire des personnes qui ne sont ni les social recruteurs que vous êtes, ni les social sellers qui sont les commerciaux, qu'on voit un vrai attrait. Il y a toutes ces personnes qui sont dans la prod, dans le support. Antoine, comment les embarque par rapport à ça, pour poursuivre ce que disait
ce que disait Myriam. On les embarque en faisant d'abord un audit, parce qu'on a peut-être des ambassadeurs, des ambassadrices qui sont cachés, qui aimeraient bien, parce que c'est des gens qui aiment vraiment leur boîte, qui sont investis, qui habitent leur job et qui sont capables d'en parler avec authenticité. Donc, on peut faire un audit par différents moyens pour identifier ces gens-là et on va s'assurer qu'ils sont volontaires pour jouer ce rôle, parce qu'on ne peut en aucun cas, et je pense que Virginie sera d'accord avec moi, on peut absolument Justement, on pas va lui demander. forcer quelqu'un à faire ceci ou cela à partir de ce compte LinkedIn. Puis là, il y a des différences culturelles, hein. Il y a quelques années, j'avais échangé en visio avec une directrice marketing américaine qui était basée au Texas, et elle m'avait dit d'un ton totalement convaincu qu'elle s'attendait à ce que tous les collaborateurs de la planète lui obéissent au doigt et à l'œil quant au contenu à partager, par exemple. Moi, ça me choquait et ça… Oui, et puis ça n'a pas marché derrière. Alors, Ah non, c'est justement, indéfendable. Donc, merci. voilà, on fait un audit, on les trouve et ensuite, on va les accompagner pour les mettre en capacité de le faire de manière confortable. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ont envie de se positionner comme des ambassadeurs que, par exemple, ils sont à l'aise avec l'écrit. Ils n'ont pas forcément une belle plume. Donc, le marketing, la communication peut aussi jouer son rôle là-dessus pour que ce soit qualitatif sur la forme. Ça marche. Alors, justement, Virginie, j'ai un peu la réponse, mais tu vas la donner quand même. À quel niveau je peux obliger dans la fiche de poste d'avoir telle et telle action sur LinkedIn? Alors, ce qui est marrant dans l'évolution, c'est que pendant longtemps, les employeurs avaient peur des réseaux sociaux. Ils se disaient, oh là là, mon Dieu, ils auraient interdit leurs salariés à ne pas avoir de profil, parce qu'ils disaient, oh, comme ça, on maîtrise ce qu'ils vont dire. Et puis maintenant, on est dans une logique un petit peu… Donc, ils ne pouvaient pas interdire, puisque c'est du perso. Et maintenant, on serait dans le côté où on voudrait tous utiliser un profil. Et le problème, c'est est-ce qu'on a de contraindre notre salarié à avoir son profil? Eh bien non, sauf si c'est inhérent à la fonction et si, on va dire, s'il y a un impératif et une finalité. Par exemple, aujourd'hui, un DRH, on pourrait dire, alors peut-être que tout le monde n'a pas son propre profil, mais on pourrait dire qu'un DRH, c'est une condition inhérente et que c'est un impératif dans le cadre de la marque employeur. Ça marche. Donc, plutôt sur le top management ou sur des profils type commerciaux voilà. ou autres, au même titre qu'on les impose d'avoir une voiture pour aller sur le terrain voir telle et telle personne. Tu ne vas pas contraindre un conducteur de travaux sur chantier d'avoir son profil pour faire des photos et pour faire de la pub s'il n'en a pas envie, quoi. Tu vois, tu ne vas pas lui dicter sa conduite puisqu'on est sur une liberté fondamentale d'expression. Très bien, très intéressant. On avance encore. Il nous reste une dernière partie à explorer, hein. C'est la partie LinkedIn payant ou gratuit. Alors là, je vais vous exposer très rapidement. Pardon. Une slide qui permettait de synthétiser ce qu'on s'est dit. L'interaction, effectivement, pour susciter ces interactions, il faut effectivement amener les questions. C'est ce que disait Caroline tout à l'heure, amener les échanges. Faire taguer les personnes, ça c'est intéressant, c'est-à-dire les amener à réagir sur son contenu. Et puis bien sûr, on a aussi la discussion en messagerie. Avant de partir sur la dernière partie, quand même, je voulais quand même interroger Caroline là-dessus sur la messagerie. Est-ce que tu envoies souvent des messages en disant voilà, bonjour monsieur machin, votre profil m'intéresse, etc. ou tu attends que ou le message ou ça tu l'utilises pas. Voilà, comment tu fonctionnes à ce niveau-là? Si, on les utilise, oui, les messages, oui. Quand on voit des profils, nous, on a des projets et des posts concrets. Donc, quand on a quelqu'un qui a un profil qui répond, alors le but, c'est de pas envoyer le message type, voilà, votre profil m'intéresse, j'aimerais, merci de m'envoyer votre CV ou des choses trop directes comme ça. Voilà, c'est un peu typique des recruteurs, mais de dire, voilà, j'ai vu votre profil, est-ce qu'on peut échanger et d'essayer de rentrer en contact en plusieurs étapes avec la personne. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes aussi qui n'aiment pas trop échanger directement en commentaire ou voilà, qui vont se sentir trop exposés. Et puis la recherche d'emploi, c'est aussi confidentiel. Donc, on passe beaucoup par la messagerie pour proposer des postes concrets. Ouais.